Et c'est l'heure Philippe de l'info média du jour. Comme tous les ans, chaque premier jeudi du mois de mars, RSF, Reporters sans frontières, publie un album de photos pour défendre la liberté de la presse. À l'honneur du numéro 63 qui va paraître demain, le génial photographe Philippe Halsmann. RSF qui s'offre pour 2020 une nouvelle formule en quelque sorte. Un album qui ressemble davantage à un MOOC. Comprenez un mélange de magazines et de livres, book en anglais. Pour en parler, nous recevons Christophe Deloire. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de Reporters sans frontières. L'année 2020 est l'occasion d'une sorte de nouvelle formule. Je l'ai dit, en quoi ce numéro 63 est-il différent des 62 précédents ? D'abord parce que c'est une nouvelle formule, avec des contenus enrichis, des témoignages extrêmement forts. Il y a le témoignage d'Hatice Cengiz. Dites qui est. Son nom ne vous dit rien, mais Hatice, c'est la veuve de Khashoggi. D'accord. Et lui, peut-être, il dit quelque chose à tout le monde, puisque c'est ce journaliste qui a été découpé en morceaux au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul par des services de Mohammed bin Salman, qui est le prince régnant d'Arabie Saoudite. Exactement. Bref, le summum de l'horreur dans la violation des droits des journalistes, puisque quand on va à ce point, c'est qu'on veut non seulement restreindre le pluralisme dans un pays, c'est le cas de l'Arabie Saoudite, qui est un pays qui est aujourd'hui le président du G20, le groupe des 20 États les plus puissants de la planète, qui va organiser un sommet à Riyad, et dont le régime a fait taire un journaliste, pour faire taire les autres aussi, de cette manière la plus barbare qui soit. Et il y a le témoignage de sa veuve dans cet album, qui par ailleurs est un album avec, vous le mentionniez, les photos de Philippe Halsmann, qui est un photographe absolument extraordinaire. Tout le monde ne connaît peut-être pas son nom, mais tout le monde connaît ses photos. Et c'est impressionnant quand on regarde le portfolio à quel point... D'abord, on va le dire. On va parler de lui après. D'abord, je veux juste dire un mot de cet album qui ressemble davantage à un MOOC. Je l'ai dit, contraction de magazine et de book. C'est un peu dans l'esprit de la revue 21, Ouzbek et Rika. Pourquoi ce choix ? Parce que c'est important que cet album, historiquement connu sous le nom de 100 photos pour la liberté de la presse, et qui est en train de beaucoup évoluer, qui s'ouvre à des nouveaux contenus, au dessin notamment. Et là, on met notamment dans cet album, et ça c'est inédit, une forme de conversation à travers le temps entre un photographe, qui est Philippe Halsmann, et un réalisateur qui a réalisé des films absolument formidables, qui est Michel Hazanavicius, qui est le réalisateur de The Artist, césarisé, oscarisé, ou des films OSS 117. Et Hazanavicius est fasciné par Halsmann, il raconte cette fascination, il raconte pourquoi. Il le raconte, il signe l'avant-propos de l'album, et il a évoqué le travail de Philippe Halsmann, dont on va parler au micro de Louise Bernard. J'aimais ces images, et ces images les plus joyeuses, mais par contre je connaissais pas du tout sa collaboration avec Dali, etc. Et quand j'ai découvert le parcours de l'homme, il y a quelque chose d'assez romanesque en fait. Pour vous raconter basiquement ce que j'ai mis dans l'avant-propos, c'est quelqu'un qui a une de ses séries les plus célèbres, ça s'appelle la Jumpology. Il photographie des gens en train de sauter en l'air au moment où ils sont le plus haut, donc il les immortalise en apesanteur. Et il se trouve que son père a fait une chute d'une falaise, il est mort quand il était jeune, il a été accusé d'avoir tué son père, il a fait de la prison pour ça, il en est sorti heureusement, mais je trouvais qu'il y avait un parallèle entre quelqu'un dont la vie bascule à cause d'une chute et quelqu'un qui va immortaliser les gens justement en apesanteur, c'est-à-dire c'est la négation de la chute justement, donc je trouvais qu'il y avait quelque chose qui était intéressant à fouiller par là. Pareil, je montre l'image sur europe1.fr, on voit Marilyn Monroe qui saute, la Jumpology, donc inventée par lui, Philippe Halsmann, qu'on voit partout sur les réseaux sociaux, ça date des années 50. Oui, Jumpology comme to jump, sauter. Donc il y a cet écho dans la vie d'Halsmann lié, comme le racontait Hazanavicius, à la chute de son père, qui en est décédé. Halsmann accusé d'avoir, non seulement accusé, mais incarcéré, condamné pour avoir tué son père. Et certains de ceux qui sont d'ailleurs photographiés dans cet album, des Einstein, des Freud par ailleurs, ont soutenu Halsmann. Et c'est pour ça qu'il a pu sortir de prison et faire cette carrière. Et puis par ailleurs, une raison plus concrète sur la photo pour laquelle Halsmann a inventé cette Jumpology, c'est parce qu'il raconte que quand les personnages sautent, c'est le moment où ils ne se composent plus un visage. Où ils s'oublient. En fait, ils oublient leur rôle de scène ou leur rôle social. Et donc, enfin, on découvre leur vrai visage. Et je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles la force de tous ces personnages de légende, la force de ces photos est tellement intense. Et pourquoi vous avez demandé à Michel Hazanavicius, on l'a dit, réalisateur multiprimé d'OSS 117 ou The Artist, d'écrire l'avant-propos de cet album? Pourquoi lui? Parce qu'il est fasciné par Halsmann, parce qu'il y a quelque chose sur le lien entre la gravité et la légèreté.
et que le réalisateur de The Artist, ce personnage fantasque, léger, mais aussi avec une forme de gravité, je crois, s'y prêtait particulièrement. Et muet. Et ça dit au fond quelque chose assez de ce que doit être le journalisme. Allez-y. Qui dit à la fois les horreurs du monde, mais qui ne doit pas nous lester avec elles et qui doit aussi nous embarquer. Le journalisme, ça peut être d'avoir les pieds dans la terre, sur la terre, et la tête dans les étoiles. On est d'accord, ça me rappelle l'émission Les Racines et des Ailes, c'était ça l'idée justement, les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Pierre Philippe. Ce qui n'est pas une nouveauté, c'est que chaque album est vendu, j'ai donné le prix 9,90 € et la recette de ces ventes représente 30% de votre budget annuel, c'est énorme. Vous le tirez à combien d'exemplaires, Christophe Deloire ? À 120 000 exemplaires, et il y en a 3 par an. C'est 30% de nos recettes, donc c'est 30% de nos activités partout dans le monde, en défense des journalistes, mais au-delà des journalistes, en défense du droit de chacun, de tous les citoyens, de tous les êtres humains à être informés. C'est 30% de ces activités qui, grâce à l'album, sont financées. Donc, acheter l'album, c'est acquérir un livre photo d'une qualité, je crois, exceptionnelle pour un prix extrêmement modique. Et je dois le dire, est magnifiquement imprimé sur du très très bon papier. Merci de l'avoir observé. Et c'est aussi contribuer à une cause qui est une cause majeure, à un moment qui peut être un moment pivot s'agissant du droit à l'information fiable, qui est un enjeu international absolument majeur et un enjeu pour chacun d'entre nous. Et il y a une cause dans la cause, car vous lancez ce mois-ci la campagne « Ici, on défend la liberté de la presse » dans les kiosques et chez les marchands de journaux. C'est quoi l'idée ? Cet album, il est unique au monde, pour une raison, c'est que c'est une immense opération de solidarité de tout le réseau de distribution, de diffusion, de vente de la presse. Et les marchands de journaux sont un élément essentiel de cette chaîne de la liberté de la presse. C'est-à-dire, il n'y a pas que les journalistes, il y a aussi les sources des journalistes, il y a tous ceux qui travaillent aussi dans les coulisses, autour, dans les rédactions, et puis il y a les marchands de journaux. Et quand les kiosques, dans les pays où les marchands de journaux sélectionnent l'information, en Chine, on y reviendra peut-être. En fait, le journalisme, sa liberté n'a plus de sens. Donc, le rôle du marchand de journaux, il est prépondérant. Et moi, je tiens à remercier, à profiter d'être dans votre émission pour remercier tous ceux qui contribuent à cette chaîne de solidarité, que ce soit Prestalis, Relais, Culture Presse, Interforum, et puis les marchands eux-mêmes, dans tous les points de vente, les libraires aussi, qui contribuent de manière bénévole et qui, je dois le dire, doivent savoir que dans l'ensemble du monde, des journalistes se sentent redevables vis-à-vis d'eux parce qu'ils contribuent en France au pluralisme et à tout ce qui peut être défendu dans le reste du monde. Eux aussi font partie de la chaîne. Je vais citer d'autres slogans. Votre marchand de journaux peut éviter un journaliste d'être torturé. Votre marchand de journaux peut aider un journaliste de sortie de prison. Votre marchand de journaux lutte contre les fake news. Et j'aime bien aussi celle-ci. Votre marchand de journaux n'est pas le meilleur ami de Kim Jong-un. À quoi maintenant, la question que les gens se posent, à quoi sert cet argent concrètement ? Concrètement, Reporters sans frontières assure une assistance sur le terrain. Je vais vous donner un exemple. Il y a un accord qui vient d'être signé en Afghanistan par les États-Unis et les talibans sur le dos des autorités afghanes. Nous, on a contribué à créer un centre pour la protection des femmes journalistes afghanes et qui fonctionne depuis 2 ans et qui permet d'obtenir des résultats dans un monde, dans un pays où les journalistes sont absolument persécutés. Ça nous permet, dans des pays africains, de défendre des journalistes qui sont incarcérés pour un tweet. C'est le cas d'un journaliste au Bénin qui, pour avoir tweeté des propos du procureur général, a récemment été condamné à 18 mois de prison. Ces tweets, ils étaient parfaitement fidèles. Il se retrouve en détention. On se bat aujourd'hui pour obtenir sa libération. Et des exemples comme ça, je pourrais vous en citer partout. On va donner son nom parce que ça va le protéger. Il s'appelle Ignace Sossou, c'est bien ça ? Absolument, c'est Ignace Sossou. Voilà. Et puis en ce moment, on a un combat majeur qui est en faveur de Julian Assange et le fondateur de Wikileaks, qui fait l'objet d'une procédure à Londres d'extradition vers les États-Unis, qui risque 175 ans de prison aux États-Unis. Alors, c'est une peine qui serait absolument terrifiante pour lui, mais qui serait terrifiante pour le journalisme dans son ensemble. Pourquoi Et ce qu'on est en train de défendre, c'est notre droit à savoir quels peuvent être les crimes de guerre en Afghanistan ou en Irak, lorsque des guerres, par exemple, sont menées par les États-Unis. Et Julian Assange, aujourd'hui, il est poursuivi pour avoir simplement permis des révélations journalistiques. Alors, quels que soient les sentiments de chacun sur cet homme, qu'on considère qu'il est un héros ou pas,
le défendre, c'est un enjeu majeur, et Reporters sans frontières est l'organisation principale qui aujourd'hui le défend. Et puis il n'y a pas seulement les avocats, il y a aussi des actions beaucoup plus pragmatiques, je vais dire d'un mot, par exemple le prêt de gilets pare-balles, de gilets de presse, de casques et de balises pour les journalistes qui veulent enquêter sur place, tout ceci grâce à vous et grâce notamment à cet album. Et en ce moment, Christophe Deloire, un grand mouvement de défiance envers, sinon la presse, du moins envers la communication officielle des gouvernements, des États, à cause du coronavirus. J'ai une question pratique. Vous êtes pas tout à fait en odeur de sainteté, c'est un euphémisme en Chine. Est-ce qu'il faut croire les autorités chinoises quand elles disent que l'épidémie décline en Chine ? Est-ce qu'on peut croire un régime despotique quand il fait sa propagande ? Et ce qu'on a pu observer en Chine, c'est que le blogueur qui avait fait le plus de révélations sur le coronavirus, il a disparu, littéralement. Celui qui s'était improvisé reporter, médecin. Alors pas le médecin, il y a un médecin le premier qui est mort, blogueur. mais il y a des blogueurs qui ont disparu, tout simplement, sans laisser de nouvelles. Manifestement, ils ont été incarcérés. Moi, il y a autre chose qui m'a inquiété comme ça. Il y a eu un resserrement. Il y a eu, au début, la presse chinoise a pu un peu parler de l'épidémie. Ouais. Et puis d'un seul coup, parce qu'il y a une directive du pouvoir de Pékin, ça s'est refermé. Blackout. Et quand il y a un blackout, quand on est condamné, et on l'est nous tous, il n'y a pas que les Chinois, on l'est nous personnellement en France, quand on est condamné à écouter la propagande de Pékin là-dessus, ou la communication diront certains, évidemment on a des raisons de se défier. Et heureusement qu'en France, et quel que soit le scepticisme parfois vis-à-vis des journalistes, heureusement qu'on a des journalistes qui peuvent enquêter librement sur ces questions-là. En France, on est libre, il faut tout le temps s'en réjouir et les médecins peuvent parler librement à la sortie des hôpitaux avec des journalistes. Ça fait quand même une différence majeure à ceux qui pensent qu'on n'est pas du tout une démocratie et qui critiquent les médias ou parfois professeurs. Qui parlent de dictature. La haine à leur égard. Exactement. Et les journaux distribuent les kiosquiers distribuent tous les journaux dans leur kiosque, quand bien même ne sont-ils pas d'accord avec ce qui est imprimé. Merci beaucoup Christophe Deloire d'avoir été avec nous. Philippe Halsman, il est en couverture, c'est le portfolio magnifique de cet album, le 63e de RSF pour la liberté de la presse. L'avant-propos est de Michel Hazanavicius. Ça vaut 9,90 €. Vous ne le regretterez pas. Vous pouvez même en acheter plusieurs pour faire des cadeaux, parce que vraiment c'est un cadeau pour la liberté.